Mes chers amis, c'est une grande émotion pour moi de revenir ici, à Nancy, dans votre département, dans votre région, où je suis venu si souvent, où j'y compte tant d'amis. Et c'est très émouvant parce que, à vous voir si nombreux, je me dis, mais dans le fond, ils n'ont pas baissé les bras. Et pourtant, ces 2 dernières années, comme l'a dit Nadine, n'ont pas été faciles. Vous n'avez jamais cédé au découragement, vous n'avez jamais cédé à la tentation de rester chez vous, vous avez fait face, et je veux que chacun ici, je le dis devant Luc Châtel, mon ami, combien le moment que nous sommes en train de vivre est important. Si nous ne réussissons pas à incarner l'alternance, cela signifie que les Français seront condamnés entre le spectacle humiliant d'aujourd'hui et l'humiliation de demain avec Madame Le Pen. Je ne peux pas, je le dis dans cette région, dont les valeurs de générosité, d'ouverture, dont le sentimentalisme s'est créé au fur et à mesure de tous les drames que votre région a connus dans l'histoire de France. On a des sentiments ici. On écoute, on prend du temps pour se faire une idée, mais quand on se fait une idée, on ne change pas comme ça. C'est sur nous que va reposer la capacité pour la 5e puissance du monde à choisir son avenir. Pour cela, il faut remettre notre maison à l'endroit. Moi, je suis revenu depuis 1 mois et demi. Je veux vous dire que je n'ai aucun adversaire dans ma famille politique. Je n'ai que des amis, même si ces amis peuvent être des concurrents. Et je vous demande d'ailleurs de regarder comment se passe l'élection d'aujourd'hui et comment s'est passée la dernière. Et je veux rendre hommage d'ailleurs à mes 2 concurrents, Bruno Le Maire et Hervé Mariton, parce que nous donnons le spectacle, me semble-t-il, d'une campagne digne, démocratique, respectable, dans une famille enfin réunie, et chacun choisira celui qu'il pense être le meilleur. Pendant 2 ans et demi où je vous ai regardé, je ne veux plus de querelles de personnes. Je ne veux plus de clans, je ne veux plus de courants, je ne veux plus de tendances. Je veux l'unité pour notre famille politique, parce que sans unité, on ne fait rien du tout. Voilà la réalité. Et je le dis aux parlementaires qui sont ici, nombreux sont ceux qui me soutiennent, je les remercie. Certains soutiennent d'autres candidats, et ils ont eu la courtoisie et l'amitié de participer à cette réunion. Voilà l'image que je souhaite que nous donnions. Parce que si nous ne savons pas avoir un comportement civilisé, démocratique et républicain entre nous, comment pourrait-on prétendre gouverner la France? En se déchirant, en s'insultant, en s'admonestant? Il y a trop de souffrance. Et je le dis dans une région qui a tellement souffert, pour que nous nous payions le luxe de querelles d'ego ridicules. Pour être crédible, notre famille politique, ma chère Nadine, doit être unie et doit avoir une seule ligne politique. Pas 10, pas 8, pas 7, même pas 2, une ligne politique. La vérité, c'est que pour lier l'unité, je vais prononcer un mot qui n'est plus à la mode, mais il faut qu'il y ait un peu d'autorité. Parce que sans autorité dans une famille politique, rien n'est possible. Je créerai les conditions d'un vaste rassemblement.
je serai le garant de cette unité. Mais ça ne suffit pas. Je veux aussi qu'il y ait de la clarté. Je veux que sur chaque sujet, notre position soit lisible, que tout le monde la comprenne. Pendant 2 ans et demi où j'étais en retraite, provisoire, et assez jeune retraité quand même. Parfois, j'écoutais certains de nos amis, et après les avoir entendus, je me disais, mais tiens, de quoi il a parlé? J'étais pas sûr de tout avoir compris, parce que parfois, à force d'être trop malin, on finit par plus être audible. Nous débattrons, nous voterons. Chaque fois qu'un sujet complexe méritera que vous soit donné la parole, je veillerai à ce que vous l'ayez, mais une seule ligne s'imposera, précisément parce qu'elle aura été débattue et tranchée. Moi, je ne veux pas que recommence le spectacle, bien que ton combat fût remarquable, ma chère Nadine, de la dernière élection européenne où, à force de ménager tout le monde, notre discours était parfaitement inaudible. Voilà la réalité. Et je ne veux faire de peine à personne en disant cela. Mais quand on refuse de choisir, on n'a pas un discours clair. Vous voulez être des militants engagés? Nous créerons les conditions vous permettant d'être pleinement associés à l'élaboration du projet de notre famille politique. Et dans ce futur rassemblement, j'accueillerai tous les talents, je m'entourerai d'une équipe parce que la présidence d'une famille politique ne peut pas être un exercice solitaire. Mais je veux que les choses soient dites pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Je ne donnerai pas les places en fonction des tendances. Je ne veux pas d'un organigramme constitué d'une juxtaposition de chapelles. Nous ne jouerons pas l'élection présidentielle 2 ans avant et nous n'aurons pas autant d'équipes à la tête de notre parti que de futurs candidats aux primaires. Nous n'en aurons qu'une, avec toutes celles et tous ceux qui veulent mettre leur capacité de travail, leur talent, leur énergie au service du collectif et au service de la France. Et je dis d'ailleurs à tous mes amis qu'il ne peut pas y avoir de destin individuel sur un naufrage collectif. Je veux que nous construisions ensemble une formation politique qui rassemblera tous ceux qui ont envie de participer au sursaut républicain. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi? Depuis 2 ans et demi, ce qui s'est passé, je vais employer des mots forts, mais je pense qu'ils sont justes. Le mensonge a été érigé en principe politique. Je me souviens très bien du débat qui m'a posé lors du 2e tour avec M. Hollande. Je lui avais dit, M. Hollande, vous mentez. Vous mentez le matin, vous mentez à midi, et je ne savais pas encore qu'il mentait aussi le soir. Oh, mes chers amis, ce n'est pas une partie de plaisir, je le sais, et je sais ce qui m'attend. Mais ma façon de vous dire mon respect et mon amour de mon pays, c'est de parler vrai, devant mes amis parlementaires comme devant chacun d'entre vous. Le premier des mensonges, le mensonge fondateur, c'est d'avoir expliqué avant l'élection présidentielle que tout était de ma faute, que nos idées étaient responsables de tout, que moi-même j'étais responsable de tout, que la crise n'était qu'une invention et qu'une fois élus, souvenez-vous de l'expression, les socialistes français disaient « Nous allons réenchanter le rêve français ». C'est devenu le cauchemar français. Voilà ce qu'il disait. Ce n'était pas au Moyen-Âge, c'était il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, il continue à faire la leçon à la terre entière. On fait croire aux Français que l'on peut renégocier les traités européens pour les mettre à notre main.
et que dans le même temps, l'Allemagne n'a qu'à se plier aux exigences des socialistes français. Du mensonge fondateur, on est donc passé au mensonge permanent. Et que dire du dernier épisode en date, le budget? Le gouvernement a expliqué pendant des journées entières que non, il ne céderait pas à Bruxelles. Au final, il cède au prix de 2 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour les entreprises et pour vous, 2 milliards annoncés en catimini dans une lettre à Bruxelles sans que personne ne connaisse les détails et sans qu'aucun parlementaire ne sache exactement quelle sera la nature du budget qu'il va devoir examiner, contrôler, voter ou refuser. Après 30 milliards d'impôts en 2 ans, on rajoute 2 milliards de plus en annonçant piteusement à Bruxelles les intentions d'un gouvernement qui n'a pas le courage de faire face au jugement des Français. Ce qui s'est passé la semaine dernière, mes chers amis, est une honte pour notre pays fondateur de l'Union européenne, pour notre pays qui a vocation à conduire l'Union européenne. Une honte vis-à-vis de nos partenaires qui regardent consternés un gouvernement qui fait la leçon à tout le monde sur ce que devrait être l'Europe et qui arrive avec un projet de budget ni fait ni à faire. Et que dire de notre Premier ministre qui se rend à Berlin pour dire aux Allemands « moins vite ». Surtout moins vite. Vous imaginez être convoqué par la maîtresse d'école de vos enfants, de vos petits-enfants, qui vous dit « il apprend trop vite, c'est un grave problème, ça complexe les autres ». Ce n'est pas l'idée que je me mets de la France. Ce n'est pas l'idée de mon pays. Les mensonges se succèdent avec la volonté délibérée de diviser les Français au lieu de les rassembler. Ce sont les familles que l'on sépare entre celles qui méritent d'avoir toujours plus d'allocations et celles qui méritent de payer toujours plus d'impôts. En général, ceux qui ne travaillent pas, plus d'allocations, et ceux qui travaillent, plus d'impôts. Voilà une inversion complète des valeurs de notre système démocratique. Ce sont les retraités qui, pour peu qu'ils ne soient pas au minimum vieillesse, sont désormais vécus comme des privilégiés de la République. Excusez-vous de ne pas être au minimum vieillesse, il y a un loup, vous avez fraudé, vous... Jamais au chômage? Jamais un jour de maladie? Jamais baissé les bras devant les difficultés de la vie? On va demander une petite enquête ou un petit règlement, on va arranger ça. Le problème n'est pas simplement que les Français sont accablés d'impôts, c'est qu'au lieu de remercier ceux qui payent des impôts, on les insulte. On leur manque de respect et on se moque d'eux. Voilà la réalité. Ce sont les étudiants désormais divisés entre ceux, cher Luc, qui ont le droit aux bourses et les élèves méritants qui viennent d'en être privés. Qui a eu cette idée folle de supprimer les bourses au mérite? Et voilà que, dernière invention de la ministre de l'Éducation nationale, on vient de décider, en violation de la circulaire qu'avait prise Luc Châtel, d'accepter que des femmes voilées puissent accompagner les sorties scolaires. Voilà le bilan de Mme Belkacem. C'était vraiment l'urgence, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Ce sont les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, suspectés de vouloir s'enrichir sur le dos de leurs salariés et de l'État et qui se voient chaque jour subir davantage de contraintes parce que la méfiance à l'endroit de ceux qui investissent, qui réussissent, qui travaillent et qui agissent
est devenu un principe de gouvernement. Ce sont les professions libérales et toutes les professions réglementées, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui ne manifestent pas, qui travaillent dur, qui ne demandent rien, dont on publie scandaleusement et sciemment les revenus dans la presse, parce qu'on veut convaincre les Français qu'ils sont à eux seuls les responsables de l'échec économique du gouvernement, oubliant qu'heureusement que dans nos villages et dans nos villes, il reste des pharmaciens, pas simplement pour vendre des médicaments, mais tout simplement pour créer un lien social. Il reste des études notariales pour garantir la propriété des uns et des autres. Il n'y a rien de plus urgent que s'attaquer à ces gens. Ce sont les salariés du secteur privé que l'on prise scandaleusement des heures supplémentaires au nom de la réduction des déficits publics, quand dans le même temps le gouvernement trouve assez d'argent pour créer 60 000 postes de fonctionnaires, on se demande bien où ils sont passés, et faire cadeau aux syndicats de la fonction publique en supprimant le jour de carence dans la fonction publique. Là, il y a de l'argent. C'est toute la classe moyenne sur qui l'effort collectif finit toujours par retomber, parce que le gouvernement ne veut demander aucune contrepartie à ceux qui vivent de l'assistanat ou de l'aide médicale d'État. Donc, on tape la classe moyenne parce qu'on ne veut rien demander aux autres. C'est un candidat socialiste qui n'a pas hésité à acheter, je dis acheter, le vote écologiste en promettant l'intenable sur des sujets majeurs pour l'indépendance énergétique de la France, en se laissant aller à la démagogie et à la facilité du discours sur la décroissance et le refus du progrès. Nous sommes la première génération qui voit le progrès comme un risque, alors que nos grands-parents et nos parents voyaient le progrès comme une opportunité, comme une chance. Nous sommes une génération où nous voyons notre pays ravagé par le chômage, les États-Unis d'Amérique devenir indépendants grâce à cette nouvelle énergie qu'est le gaz de schiste, et nous supporter à longueur d'émissions de télévision le discours sur la protection sympathique de la condition animale, contre lequel je n'ai absolument rien, et sur l'impossibilité pour notre économie de bénéficier d'une énergie peu chère, disponible, comme le font les autres. En semant le mensonge, ce gouvernement récolte la violence. La violence à Notre-Dame-des-Landes, à Sivens, la violence à Toulouse, la violence à Nantes, et j'imagine ce qu'il aurait été des commentaires des observateurs si j'avais été président de la République. À ce moment-là, je vois déjà la manifestation immense de tous ces républicains outrés venant protéger la démocratie contre nous, mais c'est eux qui abaissent aujourd'hui la République et la démocratie. Alors, mes chers amis, la situation étant grave, il faut que nous en tirions des conséquences. Et c'est pour ça que je veux changer notre façon de faire de la politique, d'être organisé, de faire fonctionner notre mouvement politique. Je vois que depuis 1 mois et demi que je suis revenu, les choses doivent aller tellement mieux que maintenant on propose de ne plus rien changer. C'est vrai, je suis là et j'y reste. Mais les mêmes qui disaient « Oh là là, rien ne va plus, il faut tout changer », disent maintenant « Tout va bien, on ne change rien ». Moi, je pense qu'il faut beaucoup changer. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. D'abord parce que je pense que pour le choix de votre candidat, il vaut beaucoup mieux que la parole vous soit donnée dans chacune de vos régions, plutôt qu'elle soit donnée au Centre national, en faisant des partages de candidatures
en fonction d'appartenance des uns et des autres à des sous-groupes, à des clans ou à des écuries présidentielles. Je veux que cette page de l'histoire de notre mouvement soit définitivement derrière nous. Je pense qu'il faut changer une chose, c'est remettre le mouvement au travail. Il y a beaucoup d'agitation et il n'y a pas assez de travail. Je veux mettre beaucoup de travail et moins d'agitation. C'est-à-dire que chacun se dise « Voilà ce que je vais mettre en œuvre ». Je sais très bien les projets des uns et des autres, mais j'aimerais qu'assez rapidement nous nous mettions d'accord sur les 5 ou 6 mesures qu'il nous faudra appliquer tout de suite, tous ensemble, d'accord, dans un même élan unanime, le jour où les Français nous confieront la responsabilité du gouvernement de la France, parce que la France n'en pourra plus. Ce n'est pas d'un travail individuel qu'on a besoin, c'est d'un travail collectif. Je veux aussi davantage de franchise, de transparence, mais la vraie transparence. Moi, je serais partisan que toutes les discussions dans nos instances soient publiques et qu'avec les moyens modernes de l'Internet et des petites télévisions intérieures, je ne veux plus qu'il y ait de l'hypocrisie. On est tranquille dans les réunions, au sommeil, puis après on va raconter aux journalistes « voilà ce que j'ai dit alors qu'on n'a rien dit ». Eh bien, une petite télévision interne pour montrer tous ces débats devant les militants. Si on n'a rien à cacher, alors on aura des vrais débats. Et puis, il faudra du courage et de la lucidité pour faire face à des sujets d'une complexité très grande en matière d'immigration, qui ne voit que la situation est devenue absolument hors de contrôle, qu'il va nous falloir faire un débat pour savoir comment faire partir la machine à intégrer et est-ce qu'on peut continuer l'intégration en continuant l'immigration ou est-ce qu'il ne faut pas à un moment ou à un autre choisir? Parce que tous nos systèmes d'intégration sont aujourd'hui complètement bloqués. Nous n'avons plus de logement, nous n'avons plus d'emploi, il n'y a plus d'argent. Le scandale des scandales étant l'aide médicale d'urgence, on vient dire aux familles scandaleusement qu'on revient sur les allocations familiales, ce qui est un scandale, mais dans le même temps, on trouve l'argent pour passer de 500 à 800 millions sur l'aide médicale d'urgence pour des gens qui n'ont pas payé la moindre cotisation en France. Il y a de l'argent ou il n'y a pas d'argent? Quelle est la priorité? Vous savez, moi j'ai toujours pensé que les sociétés mourraient de la consanguinité et pas du métissage. Et je sais à quelle région je m'adresse. Mais il faut choisir. Si on continue comme cela, je ne crois pas à la capacité de modifier Schengen. Je propose la politique de la chaise vide, comme le général de Gaulle l'a fait, au moment où la politique agricole commune ne plaisait pas aux intérêts de la France, jusqu'à ce qu'on propose un Schengen 2. Mes chers amis, je vais répondre à vos questions et j'aurai l'occasion, bien sûr, en répondant à vos questions, de rentrer dans le détail de tout ceci. Un mot plus personnel. Si je suis revenu, ce n'est pas parce que ma vie ne me plaisait pas. Si je suis revenu, ce n'est pas parce que l'adrénaline des meetings me manquait. Si je suis revenu, c'est parce que je n'y peux rien. J'ai la France en moi. Et je ne peux pas voir la France sombrer, la France humiliée, la France dénaturée. Je ne pouvais pas dire « je reste chez moi, ça ne me concerne pas ». Si je suis revenu, Gérard, si je suis revenu, Valérie, c'est parce que je ne pouvais pas voir ma famille politique à genoux, mise à genoux par des divisions et des querelles d'ego qui font mal au cœur lorsqu'on est attaché à la famille politique qui est la mienne. Et regardez depuis 1 mois et demi comme les divisions se sont soudainement, comme par miracle, apaisées. Et peu m'importe que cela soit sincère ou pas, vous verrez, ici à Bituron, ça finira par devenir sincère. Parce que quand il y a tant de souffrance, on n'a pas le droit, quelles que soient les raisons, de donner ce spectacle-là. Et
Et vous savez, votre vote a beaucoup plus d'importance que vous l'imaginez. C'est vous qui déciderez. Et de votre mobilisation, de la force que vous me donnerez, dépendra la force des idées que vous voulez voir pour notre mouvement. Oh, l'idée n'est pas de savoir est-ce que je suis parfait, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur tout. L'idée, c'est, d'après vous, Madame Le Pen, qu'est-ce qu'elle craint dans notre famille? D'après vous, Monsieur Hollande, qu'est-ce qu'il n'a pas envie d'avoir dans notre famille? Je vous demande de réfléchir à ça, de vous mobiliser, de mobiliser autour de vous. Ma force, c'est la vôtre. Mes idées, c'est les vôtres. Ma famille, c'est la vôtre. Et Nadine m'avait dit, si tu ne viens pas en Lorraine, mais je lui ai dit, il n'est pas question que je ne vienne pas ici. Pourquoi je ne viendrai pas ici? Je suis venu au pire moment. Pourquoi voudriez-vous que je ne revienne pas sur cette terre où les valeurs du travail, de la solidarité, de l'amour de son terroir, de sa famille, sont les valeurs que je partage depuis si longtemps? Pourquoi voudriez-vous que je ne sois pas ici, parmi vous, vous à qui on a tant menti en racontant tant de sornettes à la suite de toutes les crises que vous avez connues, la crise de la sidérurgie, la crise des mines, la crise du textile, et qui vous êtes toujours relevé des crises auxquelles vous vous êtes trouvés confrontés? Vous ne croyez quand même pas qu'on va vous abandonner? Vous ne croyez quand même pas que j'ai oublié qu'ici j'avais des amis et que ici est une force militante fantastique pour le projet, mon cher Luc, qui est le nôtre? Moi, je veux un mouvement politique populaire. Je veux un mouvement politique avec des femmes et des hommes qui savent ce qu'ils veulent, qui ont décidé de ne pas baisser la tête et de ne pas se laisser mener par le bout du nez et de refuser à continuer à entendre à longueur d'émissions de télévision, de radio, des idées qui sont si contraires à ce que nous pensons au plus profond de notre cœur. Alors maintenant, allez-y. Parlez-moi franchement et je vous répondrai avec la même franchise. Monsieur le Président, ici. Oui, si tu me dis ici. Une question Internet tout d'abord. Je vois même pas le bout de la salle qui est bondée, je vous en remercie infiniment. Mais d'accord, ici, ça veut dire à ma droite et donc à ta gauche. Bah, je préfère à votre droite alors. Alors, une question Internet de Laurent. Bonsoir Monsieur le Président, je suis Lorrain et travailleur frontalier. Chaque matin, je pars travailler en Allemagne dans un milieu multiculturel. Autour de moi en France, le sentiment européen recule chaque jour un peu plus. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Ma question est simple, comment redonner aux Français espoir en l'Europe? Vous parlez souvent de travailler avec l'Allemagne, que comptez-vous faire exactement? Oh, c'est un sujet central et ça sera certainement l'un des premiers débats que je voudrais conduire dans notre mouvement. Et je vais en parler très sérieusement avec vous parce que l'autre jour on m'a dit, mais enfin quand même, est-ce que c'est bien de votre niveau? C'est quoi mon niveau? Parler de la France aux militants. Vous voulez que je leur parle de quoi? Et s'ils sont militants, c'est qu'ils aiment leur pays. Sinon, ils resteraient chez eux. Ils ont déjà bien assez à s'occuper de leur famille, de leur travail, des ennuis du quotidien. C'est à eux qu'il faut parler de la France. C'est un sujet majeur. L'Allemagne n'est pas une alternative. L'Allemagne est un fait. Je ne connais pas de pays qui change d'adresse. Vous avez une alternative avec l'Allemagne, pas deux. Soit vous convergez, soit vous divergez. Nous partageons avec un certain nombre d'entre vous l'amour de l'histoire. J'ai presque honte de rappeler ici que depuis 3 siècles, nous nous sommes affrontés, Allemands et Français, tous les 30 ans, grosso modo depuis Louis XIV, tous les 30 ans,
qu'au XXe siècle, il y a eu des guerres qui ont ravagé l'Europe, les guerres les pires, les plus violentes, les plus atroces, les plus moyenâgeuses. Ce n'était pas au Moyen-Âge, c'était au XXe siècle. Ce n'était pas au fin fond d'une contrée reculée d'Afrique ou d'Asie, c'était au cœur de l'Europe. On diverge ou on converge? Je suis clairement pour la convergence. C'est la première remarque. La deuxième remarque. Le choix a été fait de la monnaie unique. Ce choix a des avantages, des inconvénients, mais ce choix a été fait. Il a été fait grosso modo depuis bientôt 15 ans. Nous pesons avec les Allemands la moitié du PIB de la zone euro. La politique économique de la zone euro ne doit pas être conduite par la Commission, elle doit être conduite par l'Allemagne et la France, qui pèsent pour 50% du PIB de la zone euro. C'est ça la réalité et ma conviction. On n'est pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des autres. Bien sûr qu'il faut en tenir compte. Mais quand il y a une crise monétaire, une crise économique, et que c'est l'Allemagne et la France qui parlent, ça a quand même plus de poids que quand c'est des plus petits pays pour qui j'ai un infini respect, mais quand c'est Malte ou Chypre qui prennent la parole au nom de la zone euro. Et la vérité de tout ça, c'est que la souveraineté économique que nous devons récupérer, nous devons la récupérer en prenant toutes nos responsabilités à la tête de la zone euro, et nous la perdons non pas à cause de la Commission, mais parce que nous refusons d'assumer nos responsabilités. Parce que la vérité, et je le dis au président actuel, c'est que le leadership n'est pas un droit, c'est un devoir. La troisième remarque, et nous aurons ce débat, je vous dis, moi, mes convictions, mais nous aurons ce débat, c'est qu'il est absolument passionnant d'avoir des débats entre nous sur la politique économique, mais pour les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans qui sont ici, nos débats sont parfaitement inintéressants parce que la seule chose qui compte, c'est quelle est la politique économique et la politique fiscale qui permettra à nos entreprises de survivre dans la compétition internationale et dans la compétition européenne. La question n'est pas de savoir si on est libéral pour Adam Smith ou pour Ricardo. La question, c'est quelle fiscalité permettra à nos entreprises d'avoir de la croissance, de résister à la compétition économique et de survivre. Et que par conséquent, je voudrais absolument que notre mouvement s'ouvre à l'international. Regarde ce qui se passe. Nous sommes 60 millions de Français, il y a 7 milliards d'individus sur Terre, dont 4 milliards qui vivent en Asie. La question n'est pas d'être compétitif par rapport aux Chinois, mais je refuse de ne pas être compétitif par rapport à des pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, à des pays européens qui sont ici. Donc nous devrons conduire cette politique économique en regardant ce que font les autres. Je prends un exemple plus sensible. La question de l'impôt sur la fortune. On peut parfaitement être pour l'impôt sur la fortune. Dans ce cas-là, il faut sortir d'Europe. Mais si on est dans l'Europe, c'est-à-dire on autorise la circulation des personnes et des biens, on ne peut pas être le seul pays d'Europe à avoir un impôt sur la fortune qui fait fuir ceux qui ont quelques biens et qui souhaitent les avoir de côté. Oh, j'entends déjà ce sentiment si vulgaire qu'on veut en permanence exciter de la jalousie, de l'envie, du cadeau aux riches. Oui, je sais, M. Hollande a dit pendant la campagne présidentielle qu'il n'aimait pas les riches. Ben maintenant, on sait qu'il n'aime pas les pauvres non plus. Donc voilà mon projet sur l'Allemagne. On aura cette discussion. Alors j'entends déjà la critique. Tu veux donc nous aligner sur l'Allemagne? Absolument pas. Encore que, mes chers amis, si j'ai à choisir un modèle, franchement, je préfère choisir ceux qui sont premiers plutôt que ceux qui sont derniers. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à dire. Et ce débat-là fait partie des débats que je souhaite voir organisés dans notre famille politique. Car si on ne tranche pas cette question de ce qu'on fait avec l'Allemagne, on ne pourra pas trancher la question de ce que nous faisons avec l'Europe et la question de notre politique économique. Voilà le débat passionnant que nous aurons. Et ce débat, je souhaite qu'il se déroule devant chacune et chacun d'entre vous. En toute clarté, je prendrai ma responsabilité, j'essaierai d'apporter mon expérience, mais nous déciderons. Et une fois que nous aurons décidé,
ça sera la politique de notre famille politique. Point. Et c'est parce qu'on refuse de débattre qu'on a la division. Quand on débat, y compris fortement, on a l'unité. Parce que chacun est assuré de pouvoir être entendu, de pouvoir chercher à convaincre et à l'arrivée de savoir où nous nous trouvons. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant que de savoir si on est à droite, à gauche, au centre droit ou au centre gauche. Prenez un exemple. Regardez Madame Le Pen. Je ne comprends pas, moi, qu'on continue de lui faire le cadeau de dire qu'elle est à extrême droite. Elle est à extrême gauche. Et là, le programme économique de M. Mélenchon, celles et ceux d'entre vous qui sont excédés par la gauche au pouvoir, choisissez Madame Le Pen. Vous aurez l'extrême gauche. Elle veut le SMIC à 2 000 €. Elle veut la retraite à 60 ans. C'est le programme de M. Mélenchon. Et par ailleurs, Madame Le Pen, je vais lui rappeler une chose. Si M. François Hollande est président de la République, c'est parce que Madame Le Pen lui a fait un sacré coup de main et le marchepied. Ça, c'est la vérité. Et la vérité doit être dite. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir. Je parle au nom des salariés d'Ecomove et d'une affaire où on s'est fait royalement avoir. C'est que pensez-vous de la résiliation du contrat par l'État qui a engendré un réel désastre social et économique dans la région? Ce que j'en pense, c'est très simple. Entre Ecomove et le Mistral, qu'est-ce qui reste de la parole de l'État français avec M. Hollande comme président de la République? Qu'est-ce qu'elle vaut? Vous vous rendez compte si chaque gouvernement remet en cause la parole de son prédécesseur? La signature de la France? Vous vous rendez compte où nous allons? J'avais eu beaucoup de mal, et je suis tout à fait prêt à en faire le débat, à convaincre un certain nombre de mes amis de la fiscalité écologique. Je rappelle que j'avais prévu que le produit de cette taxe qui permettait, par parenthèse, de taxer les camions d'Europe entière qui traversent la France sans payer un centime, pour financer les infrastructures dont vous avez par ailleurs un immense besoin. Je rappelle que nous l'avions fait voter, que les choses étaient organisées et que la position du gouvernement actuel a changé 8 fois en 8 semaines pour à l'arrivée battre en retraite piteusement. Je pourrais parler du Mistral. Il n'y a rien de mieux à faire que d'engager une guerre froide avec la Russie aujourd'hui. On peut penser ce qu'on veut du Mistral, mais je n'accepte pas qu'un pays comme la France renonce à la livraison du Mistral aux Russes la veille d'un sommet de l'OTAN parce que le président des États-Unis a froncé les sourcils et que la France s'aligne sur une position qui est absolument le contraire des intérêts économiques, politiques et géostratégiques de notre pays. Voilà ce que je pense. Moyennant quoi, les salariés d'Ecomove vont se trouver au chômage. L'État français va être condamné à des centaines de millions de dommages et intérêts. La fiscalité écologique pour financer des infrastructures dont une région comme la vôtre a cruellement besoin, il n'y a plus un centime. Et les Français, aujourd'hui, assistent hagards à un gouvernement qui n'a plus la moindre autorité pour faire passer le moindre projet 2 ans et demi avant le terme de son quinquennat. Voilà la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis ici, à votre gauche. Ici, je lève la main. Là. Bonjour. Alors, je me permets donc de vous parler pour la refondation de l'UMP, car comme beaucoup d'entre nous, je suppose ici, je me suis engagé en 2012 à vos côtés, donc pour l'UMP. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez de changer de parti, changer de nom, changer d'organisation, j'aimerais savoir qu'est-ce qui pourrait empêcher toutes les luttes intestines qui nous ont, pour ainsi dire, on va dire le mot, dégoûtés finalement de la politique pendant ces 2 dernières années. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour éviter ces problèmes? Bon, c'est une très bonne question. Je peux vous répondre par la stratégie que je mettrai en place. D'abord, je crois qu'il faut, dans toute organisation, un chef, un leader.
une autorité. Et que ce dont nous avons souffert, c'est que chacun se voyait chef, leader, dépositaire d'une autorité. Moyennant quoi, il n'y avait plus de chef. Des bagarres épouvantables, un spectacle désolant, quelles que soient les raisons des uns et des autres. Demain, si je suis élu, j'imagine qu'il n'y aura pas de contestation sur les élections et j'espère que le score permettra d'avoir un président de notre famille qui a une légitimité que personne ne pourra contester. Premier point. Deuxième point, je vais être très franc avec vous. Je pense que toutes ces choses, les libéraux, les gaullistes, les centristes, la droite forte, la droite sociale, la droite molle, la droite du matin, la droite du soir, la droite de la nuit, la droite ceci, la droite cela, je ne veux plus en entendre parler. Si vous voulez les uns et les autres, je le dis, nous le sommes. Attention, je dis ça avant l'élection, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui ment. J'ai mon tempérament, j'ai mes défauts, mais quand j'ai une conviction, je la défends. Que chacun s'organise, qu'est l'amicale des parlementaires gaullistes, quel j'ai été il y a quelques jours, ça me va très bien. Qu'il y ait telle ou telle amicale sur tel ou tel sujet, ça me va très bien. Mais je refuse que dans nos statuts, on compose des équipes à du prorata d'une proportion de fillonistes, de copéistes, de juppéistes, de sarkozystes, de châtelistes, de moranistes. Je m'y refuse. Je ne veux pas de cela. Et d'ailleurs, j'ai dit à Nadine que l'équipe que je constituerai, je ne la constituerai pas que de mes propres amis. Pourquoi? Parce que quand on fait une équipe, on rassemble le plus largement possible. Mais je choisirai en fonction des talents, notamment de ces nouveaux maires formidables que vous avez portés aux responsabilités, dont certains sont ici, Jean, et que je salue bien volontiers. Je veux dire, je sais, j'ai entendu que certains avaient tellement souffert à mes côtés. Je ne vous ferai pas souffrir une deuxième fois. Je ne veux pas une équipe de 250 secrétaires nationaux. Je veux une petite équipe identifiable avec des femmes et des hommes qui, du lundi au dimanche soir, veulent se dévouer pour le mouvement. Je veux des nouveaux visages, ça ne veut pas dire forcément des jeunes. Je veux des gens qui ont l'enthousiasme, qui ont l'ambition, qui ont envie d'apporter quelque chose, qui veulent renouveler le débat politique. Et je veux qu'avec eux, on présente le visage de la première formation politique du XXIe siècle. Mais je ne vais pas m'en sortir comme ça, simplement. C'est quand même pas moi qui vais refuser aux autres l'ambition. Moi, vous êtes jeune, monsieur. Quand j'ai commencé, je m'en souviens encore, on était fin 1974. J'étais dans un meeting de Jacques Chaban-Delmas. J'étais pas au premier rang, j'étais au dernier rang. J'ai connu toutes les responsabilités dans ma famille politique. Trésorier de section, délégué de section, délégué jeune de circonscription, secrétaire de circonscription, secrétaire départemental adjoint. Charles Pasqua m'a fait attendre 8 ans avant que je prenne sa place. Secrétaire national, secrétaire général adjoint, secrétaire général, président par intérim, président. Je sais ce que c'est qu'un militant. Moi, je ne suis pas arrivé parce que j'avais des relations. Je ne suis pas arrivé parce que j'ai fait l'ENA, je ne l'ai pas fait. Gérard m'a gentiment hué, mais n'empêche que c'est toi qui étais le ministre et c'est moi qui étais le président. Et j'étais fier que tu sois mon ministre. Et j'étais fier, figure-toi. Je le sais, et ça me fait plaisir. Mais je veux que vous compreniez ça. À ce moment-là, restera une seule question à régler. Parce qu'on va vraiment mettre le mouvement au travail. Cette question, c'est d'abord d'être prêt, quoi qu'il se passe, sur des mesures qui ne sera pas le programme des uns ou le programme des autres, mais qui seront les mesures de la famille.
Puis en 2016, on fera les primaires et chacun tentera sa chance. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'élection présidentielle en 2014, il n'y a pas d'élection présidentielle en 2015. Et en 2016, chacun jouera sa chance et vous choisirez. Et cette règle, je la ferai respecter. Et vous savez pourquoi je la ferai respecter? Parce que vous serez innombrables derrière moi à m'aider à la faire respecter. Voilà la réalité. Elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Je vais vous dire une chose. Ne subissez pas votre formation politique. Faites-la à votre image. On ne vous donnera pas la parole, prenez-la. Et si vous n'êtes pas content, vous le direz et je ferai voter. Alors restera le non, on aura un débat, mais je ferai voter pour le non aussi. Je pense qu'il est venu le temps, après 2 ans et demi, de créer les conditions d'un rassemblement beaucoup plus large que le nôtre. Pourquoi vous n'avez pas envie de faire revenir les gens qui sont partis au Front National? Vous n'avez pas envie de faire revenir des gens qui ont croisé notre route et qui sont partis? Il y a même des gens qui ont voté François Hollande qu'il faut faire venir avec nous, pour peu qu'ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Vous avez compris qui je vise? Voilà, c'est mon programme. Bon, j'ai été président de l'UMP, j'ai été président de la République. À chaque fois, j'ai essayé d'agir avec une certaine autorité et je continuerai à le faire. Bonsoir Monsieur le Président, je suis au fond de la salle. Donc j'avais une question sur la jeunesse et plus particulièrement sur l'emploi des jeunes. J'ai 24 ans, je suis étudiant et je vois tous les jours des amis et des jeunes de ma génération qui ont de plus en plus de difficultés pour trouver un emploi. J'ajouterais que cette situation est d'autant plus préoccupante dans les territoires ruraux comme la Meuse d'où je suis originaire. Pourtant, quand on voit le taux de chômage en France chez les jeunes qui est de 25% face aux 8% en Allemagne, on se dit que cela ne doit pas être une fatalité. Par conséquent, ma question est simple. Est-ce que vous êtes disposé à mettre le paquet sur la jeunesse, contrairement à ce que fait François Hollande actuellement? Je ne vous vois pas parce que vous êtes trop loin, mais je ne vais pas fuir là encore. D'abord, votre question est tout sauf simple. Parce qu'il n'y a pas une mesure magique qu'on peut sortir. Et je vais même vous dire autre chose. Je crois que le moment n'est pas tant celui de définir un projet politique que de réfléchir à ce que peut être la matrice, le cœur de nos valeurs, ce en quoi nous croyons, ce que nous ne voulons pas et ce que nous voulons. Je vais m'en expliquer avec vous. Jamais autant de jeunes n'ont quitté la France pour aller s'installer à l'étranger. Moi, je suis content quand des jeunes partent courir l'aventure à l'autre bout du monde. Mais je ne peux pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. S'ils s'en vont, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de découvrir le monde, c'est parce qu'ils pensent qu'en France, on ne peut plus réussir et on ne peut pas faire en France qu'on peut faire ailleurs. Et ces jeunes, ils ne reviendront pas. Voilà la réalité. Et ne pas voir cette réalité, c'est passer à côté d'un des phénomènes les plus graves auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire à vous? C'est qu'avant de prévoir un nouveau contrat mirifique qui ne résoudra rien du tout, le fond du problème, c'est celui de réconcilier la France avec la réussite, avec le risque, avec la récompense. Je voudrais vous décomplexer par rapport à ce que vous racontent toutes ces élites qui ne connaissent rien à la vie. Quand on travaille plus que les autres, il est normal d'avoir davantage que les autres. Le but de la vie n'est pas d'avoir moins, c'est d'avoir plus. Le but de la vie, c'est de construire, c'est pas de détruire. Le but de la vie, c'est de prendre des risques, pas de les subir. Si vous n'aviez pas pris de risques, alors vous ne faites pas d'enfants. Alors vous ne vous mariez pas. Excuse-moi, moi j'ai toujours été au bout de mes idées. Et oui, parce que je voulais vous dire une chose, le risque fait partie de la vie. Et j'aimerais tellement réconcilier la jeunesse de France avec le risque en lui disant que l'échec, c'est pas grave. Et j'aimerais tellement réconcilier notre pays avec la récompense.
Vous savez quelle est la différence au fond qui reste entre la gauche et nous? C'est la gauche pense que toute différence est une injustice. Je pense que toute différence est une richesse. Si vous pensez que toute différence est une injustice, alors à ce moment-là, chère Anne, chère Valérie, le jour de la journée des femmes, on met des jupes aux garçons. Parce que c'est une injustice d'être une femme. Si vous pensez que toute différence est une injustice, on veut qu'homosexuels ou hétérosexuels, on soit dans la même institution, l'institution du mariage. On pense que le but de la vie, c'est que chacun d'entre nous gagne la même chose. Mais quand un pays a la chance d'avoir un Bill Gates ou un Steve Jobs, mais que m'importe qu'il gagne beaucoup d'argent, parce qu'il va créer les conditions de la croissance et de l'emploi pour un pays qui meurt de dépression, de sinistrose et d'absence d'ambition. Pourquoi, président de la République, j'avais fait campagne et j'ai tenu sur la suppression des droits de succession pour vous? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que de bâtir toute sa vie pour laisser à ses enfants le fruit du travail d'une vie entière et que ces enfants puissent commencer un peu plus haut que soi-même on a commencé. Et c'est normal qu'on paye plus d'impôts que les autres quand on gagne mieux que les autres. Mais c'est absolument anormal qu'on insulte les gens qui travaillent dur, qui ont gagné ce qu'ils ont mérité. Et finalement, j'ai envie de dire à vous jeunes, ne laissez pas la société ou l'État vous fixer l'avenir qui sera le vôtre. Chacun d'entre nous est différent. Certains veulent être hyperactifs, d'autres veulent être contemplatifs. Je ne juge pas. Regardez dans vos familles, avec le même sang, vos enfants ne se ressemblent pas et ils ne vous ressemblent pas. À vous aussi, ils sont ce qu'ils sont. J'ai envie de dire aux jeunes de France que le but de la société vers laquelle je voudrais qu'on les conduise, c'est une société qui permette à chacun d'aller jusqu'au bout de ses possibilités, de ce qu'il est, de son énergie, de son talent, de sa volonté. Je n'ai pas envie qu'on ait tous le même appartement, le même salaire, la même vie, la même note à l'école. J'ai envie que chacun de vos enfants puisse se réaliser dans le pays qui est le leur, qu'il n'ait pas peur de la différence. Quand on voit la santé, il n'y a pas de droit à la santé, il y a un droit aux soins. Il n'y a pas de droit au talent, il y a un droit à l'éducation. Il n'y a pas de droit à l'enfant, il y a un désir d'enfant. Les mots ont un sens. Et j'aimerais tellement que nous devenions la grande famille politique qui accueille les différences sans en avoir peur et qui dit à ses enfants, dans le pays qui est le tien, tu pourras te réaliser tel que tu es, pas tel que la société voudrait que tu sois. Voilà ma réponse à la question que vous posez. Tout le monde ne sera pas chef d'entreprise, tout le monde n'est pas le premier à l'école, mais chacun a le droit d'avoir la vie qui est la sienne, parce que la vie est unique, parce que la vie est un mystère, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la vie, et parce que la vie mérite d'être vécue, mais d'être vécue comme on se sent, pas comme on voudrait qu'on soit, ni la société, ni l'État, ni même ses parents. C'est la réponse à la question qui est posée. Et si nous voulons réinventer le modèle français, il faut le réinventer autour de ces idées. Et après, il est simple, monsieur, de créer les conditions d'une politique fiscale, d'une politique économique, d'une politique sociale, de remise en cause du Code du travail notamment, qui va accompagner cela. Mais, mes chers amis parlementaires, cher François, cher Gérard, ça ne sera inutile si nous n'avons pas au préalable un débat sur les valeurs qui sont les nôtres, sur ce à quoi nous croyons au plus profond. Nous sommes, si nous continuons à être complexés sur les questions de la réussite, sur les questions de l'argent, sur les questions de l'héritage, sur les questions de la récompense, sur les questions de la rémunération. Pourquoi en avoir peur? Pourquoi ne pas parler de cela alors qu'on en parle dans les familles? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur pour nous. Et donc c'est ce débat-là que je voudrais poser, construire et organiser, pour présenter le visage d'une formation politique qui réponde à toutes ces questions et qui les assume dans leur diversité, parce que nous n'avons pas un modèle unique de réussite. Bonsoir, monsieur. Jean-Philippe Chenet, retraité de la gendarmerie nationale et conseiller municipal de Gondreville, une petite commune du Toulois.
J'aurais deux petites questions. La première, au vu du contexte actuel et selon l'information largement relayée par les médias, il se dessine une prochaine dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en place d'un gouvernement de cohabitation. Le président de la République choisirait comme Premier ministre le président de l'UMP. Dans l'hypothèse la plus probable de votre élection, quelle sera la position que vous serez amené à prendre et, si vous en acceptez la charge, ne craignez-vous pas qu'elle vous barre ostensiblement le chemin de l'Élysée en 2017 ? La seconde question concerne les récents événements malheureux de Sivens. La décision du ministre de l'Intérieur de retirer l'emploi des grenades offensives, qui, je le rappelle, est une arme non létale, aux forces de l'ordre n'ayant plus aucun moyen de riposte proportionnelle aux attaques des manifestants. Qu'en pensez-vous ? Bon, heureusement que c'est deux petites questions, parce que si vous en aviez une grosse... Alors, si vous me permettez, je vais répondre par la seconde avant. D'abord, je veux dire, moi qui ai eu l'honneur de diriger la gendarmerie nationale et la police républicaine pendant 4 ans, je veux dire ma confiance et mon soutien aux forces républicaines de sécurité françaises. Je veux dire que je connais bien les gendarmes et les policiers. Ce sont des hommes profondément républicains, courageux. J'ai pu compter sur leur dévouement, leur savoir-faire et leurs compétences au moment des émeutes de 2005, à la différence de ce qui s'est passé aux États-Unis encore récemment, ou en Grande-Bretagne, à Liverpool, il y a quelques années. Nous avons fait face à ces émeutes, 25 nuits d'émeutes, sans qu'il y ait de morts, ni du côté des émeutiers, ni du côté des forces de l'ordre. Et je veux leur dire que je les félicite pour leur courage, pour leur savoir-faire, et que je me sens toujours du côté des forces républicaines. Si on ne veut pas d'ennui avec les forces républicaines, on ne les attaque pas avec des cocktails Molotov, avec des frondes, avec des baramines, dans une ambiance de guerre. La mort de ce jeune homme est un drame. Toute la lumière doit être faite, mais je ne supporte pas le procès permanent fait aux forces de sécurité, qui bientôt ne pourront plus faire leur travail. Naturellement, ils ne sont pas au-dessus des lois. Ils doivent respecter scrupuleusement les lois. Mais nous sommes le pays où, justement, grâce à leur professionnalisme et à leur maîtrise, il y a le moins de drames. La lumière sera faite sur ce drame, et je ne veux pas me prononcer. Je n'en connais pas les tenants et je n'en connais pas les aboutissants. Mais je veux vraiment que nous manifestions notre soutien et notre confiance. Parce que franchement, quand les Français parlent de la peur, ce n'est pas de la peur des policiers ou des gendarmes, mais la peur qu'ils sont du laxisme généralisé à l'endroit des voyous, à l'endroit des violents. Et franchement, quand on entend Madame Taubira dire que les magistrats... Il faut vraiment qu'elle ne soit pas connectée avec la réalité pour penser que les magistrats envoient trop les délinquants en prison. Savez-vous que 50% de la délinquance, c'est le fait de 5% des délinquants. Donc il faudra bien affronter cette réalité et l'affronter sans trembler. Alors sur la première question, je suis toujours fasciné de la facilité de la droite républicaine française à se précipiter dans tous les pièges. Si M. Hollande veut s'amuser à prendre des initiatives de cette nature, c'est sa responsabilité, ce n'est pas la nôtre. Donc attendons qu'il les prenne et nous verrons ce qu'il conviendra de faire. Je n'ai pas l'intention de dévoiler nos intentions à qui que cela soit. Et par ailleurs, monsieur, puisque vous m'interrogez sur ma situation personnelle, si j'ai eu le moindre doute, voir que M. Bayrou me conseille de prendre ses responsabilités devrait me conduire à me méfier d'un conseil si avisé.
Et croyez-moi, je connais bien la France et depuis longtemps. Ce n'est pas par des petites initiatives politiciennes qu'on rattrape son crédit auprès des Français. On rattrape son crédit avec du sang-froid, avec du courage, avec de la force, et notamment la force de reconnaître qu'à mi-mandat, sa première moitié de mandat, c'est échec sur échec, et s'il voulait essayer de se rétablir, il devrait commencer par dire « je me suis trompé depuis le début, je vais changer du tout au tout ». Il aurait à ce moment-là, me semble-t-il, une petite chance d'être entendu à nouveau par nos compatriotes. Je m'appelle Caroline, je suis étudiante en classe préparatoire littéraire, j'ai 20 ans. Vous avez évoqué il y a quelques instants le sujet de la famille, de l'identité de la famille. Je voulais évoquer la question de la loi Taubira et de l'éventuelle réécriture de cette loi, comme vous l'avez déclaré. Vous avez par exemple déclaré vouloir insister sur l'interdiction claire de la GPA, mais pour tous les couples français. Souhaitez-vous revenir sur d'autres points précis de cette loi, comme par exemple le mariage pour tous en lui-même ? Alors, d'abord, je souhaiterais que mes amis, je le dis à mes amis sénateurs, puisque nous avons maintenant la majorité au Sénat, je trouve que ça serait fantastique que le groupe UMP du Sénat prenne l'initiative de déposer une proposition de loi sur la famille pour rétablir les allocations familiales, les déductions fiscales sur les emplois familiaux, les histoires de quotient, pour que les familles de France sachent ce qu'il en est de nos convictions. Il y a un débat dans notre famille, je veux que ça soit clair entre nous. Le Conseil national de la résistance, Caroline, au lendemain de la guerre, qui allait des communistes jusqu'aux gaullistes, a travaillé sur cette question de la politique familiale et a dit « c'est tellement important qu'on va tous se mettre d'accord sur les principes fondateurs de notre politique familiale ». Quels sont ces principes? Nous avons 2 impôts sur le revenu en France. L'impôt sur le revenu progressif, l'IRPP, et l'impôt sur le revenu proportionnel, la CSG. La politique familiale n'est pas un instrument de redistribution des revenus. La politique familiale est un instrument qui permet de dire à une famille qui a un enfant que s'il a 2 enfants, elle ne diminuera pas son niveau de vie, que s'il a 2 enfants, elle ne diminuera pas son niveau de vie en passant à 3 enfants. Aucun président de la République n'avait touché à ce consensus, y compris M. Mitterrand, y compris M. Jospin. Voilà qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel remet en cause cette politique, ce qui est scandaleux, car je rappelle qu'on paye les cotisations à l'entrée à du prorata de son salaire, et si à la sortie, ce que vous payez plus cher, vous en avez encore moins, ce n'est plus une politique familiale, c'est un 3e impôt sur le revenu. Je le dis comme je le pense, je ne partage pas l'avis ni d'Alain Juppé, ni de Bruno Le Maire sur ce sujet. Je souhaite que nous revenions au fondement de notre politique familiale qui fait, comme l'a très bien dit Nadine tout à l'heure, l'admiration du monde entier. Et j'aimerais que ce gouvernement arrête de détruire, y compris ceux qui marchent encore. Sur la loi Taubira, Caroline, j'ai été, me semble-t-il, très clair. Nous n'aurons pas d'autre choix que de réécrire la loi Taubira. Et nous sommes obligés de le faire à la suite de la dernière décision de la Cour de cassation. Et réécrire pour dire quoi? J'ai indiqué que pour ma part, j'étais opposé à la GPA pour des couples homosexuels comme pour des couples hétérosexuels. Je m'explique. Je suis opposé à la GPA parce que c'est une marchandisation de l'enfant, que l'enfant n'est pas une marchandise, qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, que je comprends parfaitement le désir d'enfant qui peut être satisfait par l'adoption, alors que tant d'enfants sont aujourd'hui malheureux, abandonnés et cherchent une famille et qu'ils n'ont pas, et que je pense que c'est une folie de se lancer dans la GPA. Caroline, j'ai été plus loin, puisque j'ai même indiqué, j'assume mes responsabilités, que je suis opposé à la PMA pour les couples homosexuels femmes. Parce que la PMA pour les couples homosexuels femmes, c'est exactement la GPA. Pardon de le dire, vous savez, bon, en même temps, ce débat, M. Hollande nous conduit à quelque chose qui est très humiliant, c'est-à-dire parler de la sexualité dans le débat public. Jamais j'aurais pensé qu'on en serait amené à faire de la sexualité un élément du débat public, alors que la sexualité est un élément très privé, personne ne choisit sa sexualité, on assume, on fait avec, et par conséquent, je n'accepte pas cela.
Voilà. Sur la question du mariage lui-même, pour que les choses soient claires, j'ai vocation à devenir le président de la famille, Caroline. J'ai vocation à rassembler la famille. La famille était très divisée et à la suite de mes différentes prises d'opposition, la famille est en train de se rassembler. Si j'annonce aujourd'hui une décision définitive sur le principe du mariage, à ce moment-là, je cabre tout le monde, je prends une posture alors que je veux rassembler, et quelle sera ma capacité à rassembler les uns et les autres, y compris dans ceux qui me soutiennent. Laurent Wauquiez est contre, Nathalie Kosciusko-Morizet est pour. Je prendrai, si je suis votre président, la mesure des difficultés des uns et des autres, et je trouverai, croyez-moi, une façon de rassembler tout le monde. Mais je ne veux pas le faire avant d'être président de notre famille, parce que mon devoir, c'est pas de prendre une posture pour montrer mes biceps, dire que je suis plus fort que les autres, ou plus dur que les autres, ou plus ceci que les autres. Enfin, une dernière remarque. Croyez-moi, je suis bien conscient que les Français veulent des choses fortes, sans ambiguïté. Mais je vous supplie de considérer que je n'accepterai jamais qu'on se caricature. Dans mon analyse de ce qui s'est passé pendant 5 ans où j'étais président, il y a une chose dont je peux me vouloir, et je regrette, c'est que dans ma passion de convaincre, d'aller vite, parfois il a pu m'arriver de blesser des gens. Ben, je le regrette. J'aurais pas dû. Non pas parce que c'est pas gentil, simplement, mais parce qu'en blessant des gens, on complique la solution des problèmes. Eh bien, je voudrais que chacun comprenne ici que le moment venu, je trancherai, mais de façon à ce que personne ne se sente exclu de notre famille politique. Et certainement pas exclu pour des raisons intimes de sexualité. Et c'est exactement ce que je pense sur mon discours de Grenoble, sur les Roms. Je pense que sur le fond, j'avais raison, mais que j'aurais dû présenter les choses différemment, en expliquant que c'est au nom de la République que je ne voulais plus qu'il y ait des campements illégaux dans nos villes, parce qu'ils remettaient en cause le vivre ensemble républicain. Donc, le chemin, il est très clair pour nous. Être lucide, être franc, être fort, et ne pas blesser par des mots qui seraient mal utilisés ou mal employés. Voilà, Caroline, tout ce que je veux vous dire sur le sujet. Je pense que c'est déjà bien suffisant et que je ne ferai pas le plaisir à des observateurs plus ou moins bienveillants de nous caricaturer sur ce sujet ou sur d'autres. Parfois aussi, quand j'entends parler des 35 heures, je veux dire, bien sûr qu'il faut libérer les 35 heures, mais je me refuse d'expliquer au pays qu'il y a une crise parce qu'il y a des gens qui gagnent 1 200 € par mois. Je ne l'expliquerai pas parce que je pense que ce n'est pas vrai et que je pense que dans une région comme la vôtre, on comprend parfaitement que ce n'est pas la question et que j'aimerais mieux qu'on se préoccupe de ceux qui ne travaillent pas plutôt que de ceux qui travaillent. Parce que le problème, il est sur l'immensité de ceux qui ne travaillent pas d'abord sur ceux qui travaillent. Peut-être une ou deux dernières questions. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Je suis retraité comme vous, mais dans la sidérurgie. Et, vous devez être bien occupé alors. Hein. Exactement. Donc après la fermeture des hauts fourneaux de Florange, comment voyez-vous l'avenir de la sidérurgie lorraine, en sachant que dernièrement, François Hollande n'a pas respecté ses engagements de campagne. Voilà. Alors c'est une question extrêmement sérieuse et qui va même au-delà, si vous me permettez, de la sidérurgie. C'est toute la question de l'industrie. Ne parlons pas simplement de la sidérurgie, car nous sommes aujourd'hui confrontés à une question industrielle majeure, et je vais même dire, monsieur, peut-être en vous étonnant, que pour moi l'agriculture est une industrie. Les agriculteurs ne sont pas les cantonniers, ne sont pas les jardiniers, ce sont des hommes et des femmes qui produisent avec des capitaux et des main-d'œuvre. Est-ce que la France peut rester une terre de production ou pas? C'est la question centrale, y compris dans la sidérurgie. Pour rester une terre de production, il faut absolument que les charges sur la production soient diminuées de façon considérable et transférées vraisemblablement sur la consommation. Nous n'échapperons pas au débat suivant. Il y a trop de dépenses publiques dans nos pays
dans notre pays et trop de charges sur les emplois. Et d'abord sur l'industrie. Pourquoi d'abord sur l'industrie? Parce que la sidérurgie se trouve en concurrence avec le monde entier. Parce qu'on fait de la sidérurgie partout. J'ajoute que le problème spécifique à la Lorraine, c'est que les questions de transport en matière sidérurgique sont considérables et que naturellement, les grands ports lorrains, c'est pas évident. Hein. Il y a beaucoup de choses, mais enfin, quand même, bon, ça pose un problème considérable. Donc, la question pour nous sera de créer un choc de confiance, de baisser massivement les charges sur les emplois industriels pour remettre nos industries à égalité de concurrence. Et dans le même temps, poser avec nos partenaires, notamment allemands, la question de l'équité de la concurrence, parce que certains engagent un certain nombre de travailleurs de l'Est, voire au-delà de l'Est, en Turquie, largement en dessous du SMIC, alors que nous-mêmes, nous nous tuons avec des charges qui nous empêchent de créer des emplois et de sauvegarder nos usines. Et dans la discussion que je souhaite avec l'Allemagne, et je pense notamment aux agriculteurs qui se trouvent, je pense aux abattoirs, je pense à tout l'élevage, en situation de concurrence absolument frontale. On ne peut pas accepter que les uns aient des pratiques que les autres n'aient pas. Donc, la question d'une politique industrielle, d'allègement massif des charges sociales sur les emplois industriels, c'est une priorité. On va me dire, mais comment la financer? Parce que nous aurons un débat sur les dépenses publiques. On ne peut pas continuer comme ça. 57% de notre richesse nationale est consacrée à la dépense publique. Je propose un système qui consiste à dire en 5 ans, on revient à 50%. Et au bout de 50%, au bout de 5 ans, les gouvernements qui voudront dépasser le plafond de 50% de dépenses publiques dans la richesse nationale n'auront pas le droit d'augmenter les impôts, n'auront pas le droit d'emprunter. Ils seront obligés de couper dans la dépense. Quelle dépense? Je pense qu'il faut de toute urgence reprendre le non-remplacement de 1 sur 2 des fonctionnaires et poser clairement la question du statut de ceux qui seront embauchés. Je ne vois pas au nom de quoi un informaticien de Thionville, de Nancy ou de Metz doit être embauché à vie, comme s'il était un policier ou comme s'il exerçait, un gendarme, une des responsabilités régaliennes de l'État. Donc nous aurons à conduire un double mouvement de réduction massif des dépenses publiques qui nous posera, mes chers amis élus, un problème entre nous, car il faudra modifier la Constitution, car le non-remplacement d'1 sur 2 des fonctionnaires, je souhaite qu'il soit appliqué aux collectivités locales, territoriales, comme à l'État. En échange, et j'en ai parlé avec Jean Rotner, en échange, je souhaite que nous réfléchissions à redonner à nos maires des marges de manœuvre sur la gestion catégorielle de leur personnel. Car aujourd'hui, les maires sont dans une situation où, sans faire une seule augmentation, sans décider d'une seule augmentation, ils prennent entre 3 et 3,5% d'augmentation de leur masse salariale simplement par le GVT, glissement, vieillesse, technicité, pour lesquels ils ne sont pour rien et qui subissent totalement. C'est notamment la raison pour laquelle je souhaite que nous gardions la référence des 35 heures comme passage des heures normales aux heures supplémentaires, parce que nous compenserons la diminution des effectifs dans la fonction publique territoriale et nationale par l'attribution déplafonnée d'heures supplémentaires, parce que dans les valeurs qui sont les nôtres, quand on travaille plus, on gagne davantage. Peut-être une dernière question. Monsieur le Président, ici, bonsoir. Je m'appelle Quentin, je suis militant à l'UNI. D'abord, je voulais vous remercier pour votre remarque sur les bourses au mérite, puisque c'est un thème qui est récurrent à l'UNI. On a beaucoup défendu leur renouvellement. Ensuite, je voudrais dire, François Hollande avait fait de, soi-disant, de la jeunesse sa priorité. C'est pas forcément réussi, on peut dire ça. Et la jeunesse, ça passe par la formation à l'université ou dans les grandes écoles. Aujourd'hui, nos grandes écoles, elles sont critiquées dans le monde, que ce soit l'ENA ou Polytechnique. Et les universités, elles préparent pas forcément à l'insertion professionnelle. Et dans les classements internationaux, elles ne sont pas représentatives de la puissance qui devrait être celle de la France. Ma question, elle est simple. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que l'université vise vraiment l'excellence et prépare à l'insertion professionnelle?
Et est-ce que vous seriez prêt à lancer un débat sur la sélection à l'entrée de l'université? Mais c'est une excellente question. Permettez-moi de vous dire d'abord que la totalité des gouvernements de droite et de centre qui sont attaqués à l'éducation nationale ont reculé au moment même où ils promettaient l'autonomie des universités. Le seul gouvernement qui n'a pas reculé devant l'autonomie des universités, c'est le gouvernement que j'ai conduit avec François Fillon comme Premier ministre. Je vous avais promis l'autonomie des universités, 1 an et demi de grève et d'occupation. Nous n'avons pas cédé, les universités sont autonomes. C'est ma première réponse, mais j'en ai une seconde. Et je le dis à un ami de l'UNI. C'est curieux de vouloir l'autonomie et de me demander quelle est ma position sur la sélection à l'entrée de l'université ou sur les droits d'inscription payants. Si je suis sur l'autonomie, c'est parce que je veux que chaque université décide librement de ses conditions de sélection à l'entrée et même des conditions de rémunération. Si j'ai voulu l'autonomie, c'est justement pour arrêter ce débat politique centralisé d'inspiration marxiste ou trotskiste qui fait que tout se bloque. Moi, je souhaite que les universités de Nancy ou de Metz, je souhaite que l'université de Strasbourg, que l'université de Paris puissent décider librement des conditions d'accès dans les universités, en fonction du marché local, en fonction des convictions du conseil d'administration, et ce n'est pas forcé, je le dis devant un ancien ministre de l'Éducation nationale, que ce soit les mêmes règles à chaque fois. Si nous rentrons dans le débat national, arbitré par le seul ministère de l'Éducation nationale ou des universités, c'est l'échec, je vous garantis, assuré. La troisième réponse que je voudrais vous faire, c'est que moi j'ai une vision professionnalisante de l'université. Autrement dit, cette vision éthérée et intellectuelle selon laquelle l'université, c'est uniquement un lieu où on se cultive et où l'idée de se préparer à être inséré dans un monde professionnel est quasiment vulgaire, est une conception d'un autre temps qui n'est pas du tout la mienne. Je comprends parfaitement qu'on puisse aller à l'université pour se cultiver, mais je voudrais qu'on ait le courage de dire que l'orientation professionnelle, ce n'est pas simplement de dire à des étudiants quel examen ils doivent passer, à quel bureau ils doivent s'adresser et dans quelle université ils doivent s'inscrire, mais quel est le taux de chômage dans le métier qu'ils envisagent de faire au bout de leurs universités, qu'on ait le courage de le dire. Quel est le salaire moyen de ceux qui s'engagent dans une filière professionnelle? C'est ça l'orientation professionnelle. L'orientation professionnelle, on vous dit, ah ben voilà, on vous parle de tel métier, on vous parle de telle filière, mais on ne vous dit pas combien il y a de chômeurs. Tous ces jeunes qu'on a envoyés dans la formation des professeurs d'éducation physique, est-ce qu'on leur a dit à ces jeunes-là qu'à la sortie, il y avait 90% de chômage? Voilà la vérité. La vérité d'une orientation professionnelle, c'est de faire la transparence sur les capacités à s'insérer dans la vie professionnelle au bout du compte. Enfin, je voudrais dire autre chose, et je le dis avec mesure. Se posera la question aussi du statut des enseignants. Il y a des enseignants qui cherchent, et je comprends parfaitement. Et qu'ils aient 6 heures de cours, ça me va très bien, puisqu'ils sont dans leur laboratoire en train de chercher. Puis il y a des enseignants qui devraient chercher, puis qui ne cherchent pas. Ben, ceux-là, je pense qu'on doit avoir le courage de dire qu'ils doivent augmenter leur temps de travail comme enseignants. Je pense la même chose pour les enseignants du secondaire, collège et lycée. Je ne veux pas qu'on augmente les heures de classe, je trouve qu'il y en a bien assez. Mais la question centrale, quand on a 18 heures d'obligation de cours par semaine, la question centrale, c'est celle des gosses qui n'arrivent pas à suivre dans la classe, qui sortent de la classe et qui ne trouvent aucun adulte à qui s'adresser alors qu'ils sont perdus et qu'ils n'ont pas compris le cours. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un petit prof, des petits cours ou des cours de rattrapage. Donc je souhaite très clairement que dans le nouveau statut des enseignants, on les paye 30% plus cher et on les fasse travailler 30% de plus pour qu'ils puissent soutenir les enfants qui ont du mal à suivre. Et ça me permet de terminer sur quelque chose à laquelle je crois. L'égalité, ce n'est pas le nivellement. L'égalité, ce n'est pas traiter tout le monde de la même manière. L'égalité, ce n'est pas de donner dans une classe de 30 enfants pour l'enseignant le même temps à chaque enfant,
Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de personne pour s'en sortir. Et il y a des enfants qui ont besoin d'être soutenus. Eh bien, l'égalité, c'est de donner plus à celui qui en a besoin et moins à celui qui n'en a pas besoin. Parce que c'est ce que j'appelle l'égalité républicaine, c'est-à-dire l'équité. Mes chers amis, je ne veux pas lasser votre patience, vous êtes merveilleux, vous êtes là debout, il n'y en a pas un seul qui est parti, vraiment. Vous savez, quand je vous vois comme ça, oui, mais moi aussi, ça me fait du bien. Quand je vous vois, je vais vous dire une chose, je disais l'autre jour à ma femme, je me demande pourquoi j'ai réfléchi si longtemps avant de revenir. Parce qu'au fond, la réponse à laquelle j'ai été confronté, à la question à laquelle j'ai été confronté, c'est vous. C'est pas autre chose. Et je le dis, je veux dire à Luc Châtel que j'ai beaucoup d'amitié pour lui et je lui dis qu'heureusement qu'on a eu quelqu'un dans la direction provisoire qui était décidé à faire le travail pour la famille et pas pour lui. Et je ne l'oublierai pas, Luc. Je ne l'oublierai pas. Vraiment, je ne l'oublierai pas. Mes amis parlementaires qui sont ici, encore une fois, merci de ça. Mais je veux que vous compreniez que j'aurais plus encore besoin de vous que des autres. Et que la question, au fond, elle est vraiment que vous compreniez que si nous réussissons à faire la formation politique du XXIe siècle, si nous réussissons l'enjeu de nous entendre, de nous remettre au travail calmement, si nous arrivons à nous ouvrir sur l'extérieur, sur le monde, si vous acceptez l'idée que pour moi est tellement naturelle que la direction du mouvement doivent partir au moins 2 jours par mois pour découvrir le monde, pour voir les meilleures choses qui s'y passent, pour revenir avec des idées nouvelles, non pas pour copier, mais pour régénérer le modèle français. Si vous comprenez que la France, pour rester fidèle à elle-même, elle doit regarder l'avenir et non pas le passé. Si vous comprenez que l'enjeu majeur auquel nous serons confrontés, c'est que les gens de Lorraine, ils ont parfaitement compris qu'il faut s'ouvrir sur le monde, qu'il y a des tas de choses qui vont changer. Mais en même temps, il veut que leur terroir ne change pas. Il veut que leur langue ne change pas. Il veut que l'identité de la Lorraine et l'identité de la France ne changent pas. Ils veulent accueillir des gens. Ils sont généreux, les Français. Ils sont ouverts. Mais ils ne veulent pas que ceux que l'on accueille nous demandent de changer pour leur ressembler. Même si on accepte qu'eux, venant ici, puissent y ressembler. Le but de cette famille politique, c'est de vous passionner à nouveau pour votre patrimoine, pour votre langue. Nous sommes les héritiers. Et c'est la grande différence entre le Front National et nous. Je sais que nous sommes les héritiers de Victor Hugo, de Balzac, de Maupassant, de tous ces gens qui ont fait l'honneur de la France. On ne peut pas se refermer. Nous nous trouvons à une place géographique à 12 km de l'Afrique et en plein milieu de l'Europe. Notre vocation est une vocation à l'ouverture. Mais en même temps, nous disons à ceux que nous accueillons, respectez-nous tels que nous sommes. Nous voulons laisser à nos enfants la France que nos parents nous ont laissée. Nous voulons transmettre cet héritage magnifique qui est le nôtre. Un jour, et je termine par ça, un jour je discutais avec M. Barroso, pour qui j'ai de l'amitié. Si. Et il me disait, mais enfin Nicolas, je ne comprends pas. Tu veux la TVA à taux réduit sur les livres, sur les disques, je dis, puis aussi sur les films. Je dis, pas simplement. Il me dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Je lui dis, ben, je vais te dire, à toi le portugais, la patrie de Pessoa, tu vas comprendre une chose. Nous, en France, on est différents des autres. Parce que nous, en France, on pense que pour vivre, il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir boire et il faut se cultiver. C'est ça, l'identité française. On pense que la culture, le livre, la musique, le film, notre langue, c'est aussi important que la boisson et la nourriture. Et c'est ce qui fait notre spécificité. Et ça, on ne veut pas changer. À ceux qui m'expliquent qu'il faut... Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ben, ça me passionne. Et puis après, on s'en va. À ceux qui m'expliquent, le patrimoine et puis le spectacle vivant. Mais enfin, ils ont tout oublié. Corneille, c'était le patrimoine quand Racine était le spectacle vivant. Et Molière, c'était le spectacle vivant, c'est maintenant le patrimoine.
On a reçu un pays magnifique en héritage. C'est pas rien, la France. Ses paysages, sa culture, sa langue, son message. Eh bien, ça, on ne veut pas que ça change. Et en même temps, on voit bien tous les efforts que nous avons à faire pour nous ouvrir au monde. C'est le projet politique qui est le mien. Merci, merci Nadine de m'avoir donné l'occasion de parler à des amis et à une salle si formidable. Et je vais vous dire une chose, ne changez pas, parce qu'on a tellement besoin de vous.